Bonsoir à tous, joyeuse année 2015, bienvenue dans votre premier journal du sport de l'année. Un quart d'heure de belles images et de grandes histoires sportives. Restez avec nous, on est parti. Et on commence cette émission avec du football. Vous allez voir que le foot espagnol n'a pas dit son dernier mot. Après une Coupe du Monde catastrophique, beaucoup ne donnaient pas cher de la peau de la Roja. Et pourtant, les sceptiques feraient bien de calmer leurs critiques, car au niveau des clubs, aucun pays ne peut égaler l'Espagne. Le Real, le Barça, l'Atlético, autant de noms prestigieux qui assurent la domination espagnole sur l'Europe pour encore longtemps. La preuve en images, regardez. On les croyait finis. Les Espagnols ont été éliminés au premier tour de la Coupe du Monde en 2014. Une couleuvre difficile à avaler pour les champions du monde en titre et double champion d'Europe. Je pense qu'on rêvait tous de gagner une autre Coupe du Monde avant de venir. Gagner pour nous, gagner pour nos familles et pour tous les Espagnols qui partagent ce rêve avec nous. Et ce n'a pas été le cas parce qu'on a joué contre deux équipes meilleures que nous. Nous n'avons pas d'excuses. 2014, annus horribilis pour la Roja, humilié au mondial. Le sélectionneur espagnol Vicente Del Bosque n'a pas cherché à dissimuler sa gêne après la compétition. Oui, c'est vrai, c'est un coup de massue qu'on n'attendait pas. Mais c'est la réalité de notre sport. Je sens que j'ai la responsabilité d'essayer d'assurer pour que les choses finissent bien. Et de toujours regarder vers l'avenir et l'avenir de l'équipe, c'est tout. Malgré le crash de sa sélection, l'Espagne des clubs n'a jamais autant dominé la scène européenne. Les classements de fin d'année de la FIFA et de l'UEFA placent les équipes espagnoles au sommet. Selon la FIFA, la Casablanca est le meilleur club en 2014, devant le Bayern Munich, l'Atlético Madrid et le Barça. Vainqueur de 5 trophées européens sur les 5 dernières saisons, le football espagnol n'est pas rassasié. Il a même réussi un sans faute en remportant les 2 coupes européennes en 2014. Si Séville s'est adjugé la Ligue Europa, le champion toutes catégories confondues, c'est bien sûr le Real Madrid. Les merengues ont remporté la Décima, la 10e Ligue des Champions cette année, mais aussi la Coupe du Roi et la Super Coupe d'Europe contre Séville. Son dernier triomphe en date, la victoire en Coupe du Monde des clubs contre San Lorenzo. Les merengues n'ont pas volé leur statut de meilleure équipe de la planète. Je pense que c'est très spécial pour Real Madrid et en tant que capitaine, je veux féliciter tous mes coéquipiers pour une super saison. Ce succès est le 22e de suite pour le Real, un véritable record. La Maison Blanche est intouchable en C1 et domine la Liga. Elle pourrait bien décrocher son premier titre de champion d'Espagne depuis 3 saisons. L'Espagne compte aussi dans ses rangs les plus grands joueurs du monde. Neymar, Gareth Bale ou encore Benzema. Mais surtout, 2 des 3 nominés au Ballon d'Or en 2014. Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'année avec 61 réalisations, 3 longueurs devant Lionel Messi. L'Argentin lui a répondu en battant 2 records majeurs. Meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Espagne avec 258 buts et en Ligue des Champions. C'est vraiment magnifique d'être le meilleur buteur d'un championnat aussi important. C'est quelque chose de très spécial. Dans un championnat où évoluent tant de bons et de grands joueurs, pouvoir être le meilleur buteur, c'est vraiment très spécial. Si le spectacle est assuré sur le terrain, le pactole l'est aussi dans les coulisses. Sur les 100 personnalités les plus influentes de la planète, établies par le magazine américain Time, 5 sont des sportifs. Un seul est footballeur, c'est Cristiano Ronaldo. Et si la Liga a un concurrent financier de poids avec la Première Ligue, la puissance des 2 grands d'Espagne est sans équivoque. Le Real a affiché des revenus records pour la saison 2013-2014, 609 millions d'euros. Pour le Barça, le chiffre d'affaires de la saison passée s'élève à 530 millions d'euros. De quoi leur assurer une place de choix dans le Gotha européen pour encore de très nombreuses années. Et puis bonne nouvelle pour Manchester City, alors qu'il devait rejoindre New York suite à la fin de son prêt le 31 décembre, Frank Lampard et les Sky Blues ont annoncé que le joueur anglais a re-signé pour rester jusqu'à la fin de la saison. Le footballeur de 36 ans reste donc en Angleterre et repousse son départ pour les États-Unis. Une décision peu étonnante puisqu'il a su se rendre indispensable chez les champions d'Angleterre depuis le début de la saison, d'autant plus que New York City est un club qui appartient au même propriétaire que celui de Manchester City.
Et puis toujours en Angleterre, le club de West Bromwich Albion a un nouvel entraîneur. À peine licencié, Alan Irvine a été remplacé par Tony Pulis. Le Gallois est un habitué des petits clubs de Première Ligue puisqu'il a déjà entraîné Crystal Palace et même Stoke City avec succès ces dernières années. Il aura la tâche de sortir West Brom d'une situation délicate. L'équipe est actuellement 16e à 1 point seulement de la zone de relégation. Basket à présent avec de la NBA, ça va mieux pour les champions en titre. Contraints d'aller en prolongation pour la 5e fois en décembre, les Spurs de San Antonio ont arraché la victoire face aux Pélicans, 95-93. Tim Duncan a marqué 16 points et a été l'auteur du panier salvateur qui a permis aux Spurs d'obtenir la prolongation. Manu Ginobili avec 26 points a fait le nécessaire par la suite pour assurer une fin d'année réussie à ses coéquipiers et au public. Les sports de combat sont de plus en plus populaires chez les femmes. On les connaissait réservés aux hommes dans une ambiance à la testostérone plutôt musclée. Et pourtant, à présent, le noble art de la boxe est également très coté chez les femmes. Comme par exemple en région parisienne où les adeptes se bousculent au portillon. Regardez. Elles sont profs de pilates, cadres dans la finance, avocates. A priori, des jeunes femmes bien sous tout rapport. Mais 2 à 3 fois par semaine, elles ont un rendez-vous qui sort de l'ordinaire. Elles montent sur le ring. Un moment essentiel dans leur emploi du temps qui leur permet de se défouler après les tensions au travail. On est face à du stress, à des urgences. Et ce sport-là est idéal pour évacuer ces tensions de la journée, aussi bien le matin, le midi ou le soir. Je trouve que ça prépare à une autre partie de la journée plus calme, apaisée et vidée. Voilà, on est sur un petit nuage quand on sort de ce club après un cours. Depuis 2008, le nombre de boxeuses pour le plaisir a triplé selon la Fédération française de boxe. Un créneau vite repéré par les professionnels. Pour ces jeunes femmes exigeantes, des salles plus intimes ont récemment vu le jour dans la capitale, sur le modèle américain. Un ring, 1 ou 2 salles de frappe seulement, le tout dans un décor soigné et cosy. De quoi déjouer les a priori et convaincre les femmes d'enfiler les gants. Un club de boxe, moi je voyais Fight Club, je voyais Rocky, je voyais tout sauf une place pour les femmes. Et la première fois que je suis arrivée, j'ai vu quelques filles, quelques femmes. Et du coup, on trouve sa place, on nous la donne, mais on la trouve aussi. Les femmes ont d'ailleurs tellement trouvé leur place qu'elles représentent près de 2/3 des effectifs dans le club fondé il y a 2 ans par Brahim Asloum. Les femmes, j'ai l'impression, ont pris plus ou moins possession de la salle dès le départ. Et je crois que les mecs en sont ravis aussi, parce qu'il y a ce côté, cette touche féminine, et surtout, il n'y a pas de regard d'ego, de dureté. Mine de rien, c'est pas ce qui se passe dans une salle de boxe traditionnelle. Mais pour l'ancien champion olympique, ça reste malgré tout de la vraie boxe. Objectif, travailler le physique, parfois jusqu'à épuisement, mais aussi et surtout le mental. Et c'est peut-être ce qui explique cet engouement. Comme les actrices Nathalie Portman et Leila Bekti, qui sont, paraît-il, devenues accros, Oriane en a tiré des bénéfices inattendus sur le plan personnel. Ça m'apporte une assurance. Et je trouve que pour une fille, à l'heure actuelle, c'est super important. Ça m'apporte une sûreté, ça m'apporte ce quelque chose que j'avais pas. Je me sens plus sûre quand je marche dans la rue, je me sens avec ce que j'apprends ici. Il y a une autre façon de se tenir, de se comporter, Un apprentissage réservé à une clientèle aisée, comme d'autres clubs de sport haut de gamme. L'abonnement tourne autour de 130 € par mois. De quoi mettre KO son portefeuille. Et un autre sport de combat se développe, mais cette fois-ci c'est au Royaume-Uni. Après le succès de livres, de films et de séries comme Le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones, la pratique des arts martiaux historiques européens se popularise. Des disciplines qui réunissent aussi bien les amateurs d'épées longues que de serpes médiévales. On découvre ensemble cette nouvelle mode, regardez. Lorsque l'on fait face à une épée lourde de plusieurs kilos, mieux vaut ne pas baisser sa garde. Dans la petite église de Jackson Lane, à Londres, plusieurs dizaines de duellistes confirmés s'affrontent dans un tournoi. Épée longue et à 2 mains, bouclier, fossiles, du saxe, le choix des armes est vaste. Et pour remporter le combat, la règle est simple. Ne vous faites pas toucher. Si vous êtes touché plusieurs fois, c'est que vous vous y prenez mal. Si vous arrivez à toucher votre adversaire sans être atteint, c'est que vous en sentez bien. Nous essayons de représenter cela via un système de retrait de points. Donc à chaque fois que vous êtes touché, vous perdez des points. Et chaque fois que l'on vous retouche, vous en perdez encore. Si cela vous arrive trop souvent, vous perdez vos points et vous mourrez. Si les premiers écrits sur les techniques de combat remontent à l'Antiquité, la pratique des armes médiévales avait lentement disparu avec l'entrée dans le monde moderne.
Mais depuis une quinzaine d'années, des combattants férus d'histoire redécouvrent et étudient les traités des maîtres d'armes du Moyen-Âge. Ils tentent de définir ce qu'on appelle aujourd'hui les arts martiaux historiques européens. Vous devez vraiment réfléchir à ce que vous faites. Il y a beaucoup de choses à travailler pour comprendre comment fonctionnent les techniques, pour pouvoir s'en servir, car elles sont basées sur des textes médiévaux et donc ils peuvent être interprétés de bien des façons. Au Royaume-Uni, la plus grande fédération du genre réunit près d'une trentaine de clubs et plus d'1 millier de personnes pratiquent ce sport de combat. Un intérêt nouveau qui s'est accéléré ces dernières années, en particulier grâce au cinéma et à la télévision. Je pense que ça attire beaucoup de gens grâce à Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux. Les gens voient de plus en plus de trucs inspirés par le monde médiéval et du coup ça leur donne envie de voir concrètement comment ça marche. Quand les gens viennent voir les arts martiaux historiques européens, ils imaginent ça comme des gens qui se tapent dessus avec des épées sans trop savoir ce qu'ils font. Mais lorsqu'ils réalisent à quel point c'est technique, ils sont convaincus. Contrairement aux reconstitutions historiques et aux jeux de rôle en plein air, les arts martiaux historiques européens sont vus aujourd'hui comme un sport pratiqué avec de vraies armes. D'où l'emploi d'un équipement spécialisé, gants renforcés, vêtements matelassés et un casque de protection. Une version remise au goût du jour des combats de gladiateurs. Même si aujourd'hui, les combattants n'ont plus besoin de mourir dans l'arène pour être applaudis. On parle rugby également aujourd'hui. L'entraîneur de l'équipe de rugby britannique Stuart Lancaster a enclenché le compte à rebours jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Il a allumé le logo de la compétition sur le pont Tyne à Newcastle. Une cérémonie qui s'est conclue par un gigantesque feu d'artifice. Le Royaume-Uni accueillera le tournoi pendant 6 semaines. Le trophée appartient pour le moment à la Nouvelle-Zélande. Suite des événements avec la cérémonie d'ouverture le 18 septembre prochain, la compétition se déroulera quant à elle jusqu'au 31 octobre. Elle s'appelle Morane Samuel et elle est une des chances de médaille d'Israël pour les prochains Jeux paralympiques qui se dérouleront à Rio. Elle a d'ailleurs remporté la médaille d'argent au championnat du monde. Son sport, c'est l'aviron, mais c'est surtout une grande compétitrice dans l'âme. Meraf Savir est partie à sa rencontre. Je vous propose de la découvrir dans cette interview. J'ai été une sportive toute ma vie. J'ai commencé à jouer au basket à l'âge de 9 ans. J'ai même joué au niveau professionnel. J'ai joué pour l'équipe nationale et les équipes de jeunes. Et puis quand j'ai eu 24 ans, j'ai découvert la chaise roulante. Après la rééducation et quelques années où je n'ai pas fait de sport, j'ai commencé à jouer au basket en fauteuil roulant. Le problème, c'est que le comité paralympique pensait que je n'exploitais pas tout mon potentiel en jouant au basketball. Alors ils ont décidé de m'envoyer ici, au Rowing Daniel Center. Et ils m'ont dit, si tu veux un jour atteindre le top niveau pour aller aux Jeux paralympiques, le plus grand événement sportif, tu dois faire de l'aviron. Ça m'a pris quelques mois pour commencer à apprécier et comprendre comment utiliser mon corps pour faire avancer le bateau de manière convenable. Et vous savez quoi? Je continue d'apprendre, mais finalement, c'est comme si je pouvais courir à nouveau. Je suis assise sur une chaise roulante, donc beaucoup de mes muscles inférieurs ne fonctionnent pas. Donc je dois apprendre à utiliser du mieux possible mes muscles supérieurs pour faire avancer le bateau, le faire flotter. C'est beaucoup de travail, comme tous les athlètes le font, vous savez. Pour moi, représenter Israël, c'était un rêve devenu réalité. Londres, c'était extraordinaire. L'expérience de représenter son pays pour le plus grand, le plus extraordinaire événement sportif du monde. Je pense que quand tu fais du sport, tu élimines tous les handicaps que tu peux avoir. Tu emmènes ton corps à un niveau supérieur et tu profites de ce que ton corps a à te donner.
Un mot de voile à présent. La 3e édition de la Barcelona World Race a débuté ce mercredi. Les 8 bateaux engagés sont partis de Catalogne où ils reviendront après avoir effectué le tour du monde en passant par les 3 caps, Bonne-Espérance, Lewin et Horn. Une course effectuée à 2 et sans escale. 2 Français participent à l'épreuve. Jean Lecam qui fait équipe avec le Suisse Bernard Stamm et Sébastien Odigan, co-skipper de l'Allemand Jörg Richters. Et puis une page athlétisme, regardez ces images qui nous viennent de Sao Paulo, la 90e édition de la Corrida de la Saint-Sylvestre, une course de rue qui est traditionnellement organisée le 1er janvier, a été remportée mercredi par l'Éthiopien Dawit Admassou chez les messieurs et par sa compatriote Imerwade Ayalou chez les dames. 30 000 participants venus de plus de 40 pays différents étaient présents. Le parcours fait 15 km et a pour habitude de traverser la plus grande ville du Brésil le matin du Nouvel An. Le journal du sport, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour encore plus de sport. Très belle année à vous. Surtout restez avec nous, l'info continue sur i24 News.